Voilà, merci d'être venus, nombreux, pour écouter, parce que c'est pas moi qui vais beaucoup parler dans cette soirée. Je crois que nous avons affaire à quelqu'un qui sait très bien parler, très bien s'exprimer, très bien raconter. Pas simplement à travers des dessins, mais à travers sa voix et sa façon de vivre ses passions. Parce que on parlera de ces deux passions qui s'expriment à travers naturellement ses livres, mais qui s'expriment aussi à travers toute sa vie, tout son parcours. Sa passion de la montagne et de l'alpinisme, dont il voulait être guide. Et finalement, cette envie, cette passion dévorante dans sa jeunesse, a finalement abouti à une chute, à un accident qui l'a fait réfléchir peut-être sur l'alpinisme, sur les conditions de vie d'alpiniste en montagne. Et puis donc sa deuxième passion, tout jeune, et d'ailleurs une passion qu'il exprime, si vous avez déjà ouvert son livre Elle froide, le premier dessin, c'est le musée de Grenoble. Il est devant une œuvre, il est devant le musée, puis ensuite il rentre dans ce musée et il contemple une œuvre qui l'interpelle énormément, l'œuvre de Soutine, L'écorché de Soutine, qui est toujours au musée de Grenoble, qui est une œuvre absolument magnifique et qui va le poursuivre probablement toute sa vie, aujourd'hui encore. Donc on va parler de ces deux choses, on va parler à la fois de la montagne, de son parcours, de sa trajectoire dans les montagnes, qui ne sont pas les montagnes d'ici, qui sont les montagnes d'ailleurs, qui sont les montagnes de Loisan, qui semblent être, mais est-ce que c'est pour lui ça la seule montagne? On verra, il nous le dira peut-être tout à l'heure. Et nous allons le suivre aussi dans son parcours artistique, à la fois engagé, parce qu'il fut engagé dans un certain nombre de moments de l'histoire notamment de Grenoble, mais de l'histoire aussi de la France, qui est la construction du feu surgénérateur Malville, et donc il a eu une action militante à un certain moment, militante déjà à travers le dessin, puisque c'est à travers un certain nombre de publications, et notamment l'une d'entre elles, Le Casse-Noix, qui était un journal d'extrême gauche, qui est un journal très engagé, et puis ensuite L'Écho des Savanes, cette fois-ci à Paris. Voilà, donc c'est de tout ça que l'on va essayer de parler, mais je pense qu'il serait intéressant, c'est peut-être que vous retraciez votre itinéraire de ce que vous avez fait, pour qu'on vous situe dans votre vie, dans votre carrière, à la fois carrière d'alpiniste, mais aussi carrière d'artiste et de dessinateur de BD. Oui, bonsoir. Donc vous avez tout dit là, mais en gros, j'étais à Grenoble et j'étais plutôt intéressé en fait par la peinture. Ma mère, elle avait deux bouquins, elle avait un Pissarro, je crois, et puis je sais pas trop quoi. Donc je regardais, ça me plaisait quoi. Je sais pas trop pourquoi, mais ça me plaisait. Puis effectivement, je suis allé au musée de Grenoble, qui est la plus belle collection d'art moderne après Beaubourg. Donc quand on est enfant, moi j'étais de la place Saint-Bruno, c'est comme si j'avais une collection privée, quoi. Donc ça m'a permis de faire ma culture et j'étais bien dans cette idée de faire de la peinture. C'était un peu des rêves d'enfant parce que devenir peintre professionnel, c'est quasiment, habitant à Grenoble, c'est quasiment un mirage. Et puis un jour, toujours avec ma chère mère, on est monté au col du Jaubernais, en passant pas par la Pilate, mais de l'autre côté, et c'est là que j'ai eu l'espèce de révélation, j'ai vu les bancs par la tranche, et à l'époque il y avait beaucoup de glace, et ça m'a complètement fasciné, cette beauté, quoi. Et à partir de là, j'ai commencé à lire de la littérature de montagne, et Rebuffa, quoi, bien sûr, Lionel Terray, etc. Et on était toute une bande de jeunes grimpeurs à Grenoble. Philippe Sampé, il y avait La Roche-Joubert qui est devenu guide, il y avait Creusot qui est devenu guide, Zartarian, etc. Et là, on a commencé, comme tout le monde,
à grimper. Alors au début à la carrière, moi non, j'aimais pas trop la carrière, je trouvais que c'était les blocs, c'était pas mon truc, et moi je grimpais plutôt à Fontaine. Et puis après on est parti, on a grimpé à la Bérarde. Pratiquement, enfin, j'ai pratiquement grimpé qu'à la Bérarde, moi, finalement. J'ai très très peu allé sur le côté Aile-Froide et tout ça, donc j'étais tout le temps à la Bérarde. Et là, j'ai écumé tout ce qui était possible de faire, comme j'ai dit. En fait, j'ai simplement les grandes ED, je les ai pas fait, c'est les grandes faces nord que j'ai pas fait, quoi. Parce que ça, c'est là où j'ai arrêté le truc. Et donc, dans Aile-Froide, je raconte ça, cette espèce de parcours en fait très naturel, j'imagine que tous les gens qui viennent ici ont vécu, c'est-à-dire une passion de jeunesse, et puis après on monte. Il y en a qui viennent des stars, d'autres qui viennent des guides, et moi j'étais plutôt dans la catégorie de ceux qui voulaient devenir guide, et donc j'avais pas de grandes ambitions, je voulais pas faire l'Everest sans oxygène, par je sais pas quoi, non, c'était surtout dans ma vallée, et voilà, donc effectivement, vous parliez des montagnes, je connais pas du tout les montagnes d'ici. Quand j'arrive, je connais rien, quoi. Je sais pas où c'est, les 8 vertes, je sais pas du tout où ça peut être. Bon, le Mont Blanc, je situe à peu près, mais tout le reste, c'est très fumeux, quoi. Et je sais pas pourquoi, j'ai dû faire la condamine avec Stéphane Devez, un copain à moi, et c'est tout. Mais je ne sais pas, c'est des belles inconnues, ces montagnes. C'est un rejet? Ben, j'ai grimpé autour de Grenoble, mais non, mais ça me faisait, en fait, j'étais impressionné, quoi, je crois. J'étais impressionné par l'histoire de la vallée, par l'histoire tout ça, les guides, et tous ces noms et tout. Je me sentais pas du tout dans mon truc. Puis il y avait trop de monde, peut-être, trop de bruit, c'était trop tout, quoi, ici, quoi, par rapport à la Bérarde. La Bérarde, c'est un tout petit village, il n'y a personne, tout le monde se connaît. Les montagnes, je les connais personnellement. Et ici, non. Là, l'autre fois, je suis passé, parce que j'étais invité au Diableret, parce qu'on a eu le prix au Diableret, et je suis passé donc par le machin, et d'un seul coup, je crois que j'ai vu les drues. Ça doit être ça, parce que j'ai eu un effet, j'ai dit, oh putain, c'est raide ce truc. Mais je l'avais j'ai vu les drues à 63 ans, quoi. J'ai bien aimé, hein. J'ai trouvé que c'était... Si j'avais vu ça avant... Mais la verte, c'est juste derrière. Ouais, après je me suis pas regardé, mais c'est Clovis, là, le jeune guidos avec qui on a fait les Savoyards il y a 2 jours, là, qui m'a expliqué que les drues, quand tu le regardais de profil, c'est un peu comme la Dibona. La Dibona, quand tu la regardes de face, elle est sublime. Si tu la regardes de profil, elle ne rassemble plus à rien, quoi. Donc, et donc voilà, donc, pour finir mon truc vite fait, j'étais vraiment pour faire guide, et puis j'ai eu quand même, j'étais très copain avec un type qui s'appelait Zarsarian, qui était à mon avis un des meilleurs grimpeurs de Grenoble, il était très jeune, 17 ans. J'ai appris dernièrement que Yannick Seigneur l'avait contacté, plus ou moins déjà, il avait déjà repéré que c'était un type qui marchait fort, et le pauvre il est mort direct. Donc ça m'a filé déjà un petit coup, quand une cordée se fait décapiter comme ça. Et puis après j'ai eu l'accident dont je parle, là, dans le truc là, et donc j'ai refait une saison assez nerveuse derrière. Mais comme à l'époque on n'avait pas de morphine, donc j'étais très jeune, je trouvais que ça faisait très mal quand même. Et puis j'étais un dessinateur pas très bon en fait. Et cet accident je me suis mis et j'ai fait des progrès incroyables, quoi. C'est-à-dire qu'en quelques mois, après cet accident, je suis passé d'un dessinateur qui n'avait pas beaucoup d'espoir. Je sais pas ce qui s'est passé à un type qui a été publié directement à Actuel et tout ça, puis j'ai gagné ma vie, quoi. Donc puis j'ai rencontré d'autres personnes, je suis rentré dans le milieu des barjots, des dessinateurs à Paris, et ça m'a... Parce que à l'époque, dans les années 80, le milieu de la grimpe, c'était quand même assez des barjots aussi, quoi, Devez pour ceux qui l'ont connu, ou tout ça, et là j'ai rencontré un peu le même genre, mais sans risque. Et c'était en plein boom, et puis je crois que j'étais quand même beaucoup plus fort en dessin qu'en montagne, quoi. En montagne, je pense que j'aurais été un grimpeur lambda, quoi. D'accord. Et à ce moment-là, donc, dans les années 80, enfin au début des années 80, finalement... 76, mon accident. 77, je commence à publier. 78, j'invente... 77, j'invente Edmond de Cochon, qui trouve son public tout de suite, quoi. Et vous allez, à ce moment-là, aller à la fois à Paris, plus tard vous irez à Berlin, et vous allez connaître
une carrière finalement de dessinateur de BD. Vous vivez de... Ouais. vous allez Bon, on est en vivre plein de ça. boom de la BD, hein. Il y a plein de magazines qui sortent à suivre et tout ça, et j'ai pris le bon wagon, quoi. Et donc j'ai laissé un peu tomber la montagne. Alors si après je suis reparti, j'ai été faire une voie au Mali, en Boré-Tondo. C'est à Manfatma, c'est dans la boucle du Niger, c'est du grès, là ça fait 800 mètres de haut, c'est très haut. Et là je me suis senti très très mal dans ce machin là. Au Yosemite aussi, vous avez... Ouais, mais aussi vite j'étais avant, mais là j'ai Avant. rien fait là. J'ai Tout de pas suite, voulu. tout de suite j'ai compris, quoi. J'ai vu le truc, j'ai dit bon, c'est pas pour moi. Et parce que c'est Patrick Cordier qui était le prof ici là, qui avait fait la 3 ou 4e en solo, hein. À l'époque c'est du solo avec des cordes, il montait, il descendait, hein. C'était de la mécanique des fluides là, mais et puis là-bas, en fait, on a grimpé, j'étais avec mon cousin, mais en fait, le risque m'a paru excessif. Et Finalement, vous voyagez beaucoup. Vous allez ouais, au Mali, vous allez aux États-Unis, et vous venez pas à Chamonix. Ah non, mais Chamonix, je vous dis, je suis impressionné. Chaque fois que je rentre, je suis, oh putain, c'est pas pour moi, quoi. Vous savez, la trop belle femme qu'on n'ose pas aborder au bal, vous voyez, c'est un peu ça pour moi. Non, c'est vrai que c'est curieux, quoi. Pourtant, j'avais tout lu, les sables de Rebuffa. J'avais même déjà plus ou moins fait un truc. Je me disais, il fallait commencer par la Tour Ronde. J'avais vu face nord de la Tour Ronde, ça me paraissait une bonne entrée en matière pour la neige ici et tout. Puis j'ai rien fait, quoi, au final. Voilà. Bon. Et donc, j'ai fait la Pierre Alain, à face sud de la Meige. C'était ma dernière. Donc, on est en 81. Donc j'ai 24 ans, je fais ça, et après j'apprends qu'un type qui s'appelait Jacques Loeb me propose un scénario qui s'appelle Transperce-Neige. Et voilà, et donc j'ai fait ça, et puis ça a eu du succès, et ça m'a vraiment lancé, disons, professionnellement. Voilà. Et après, toute l'histoire, le bouquin qui a été acheté par un Coréen et tout, et voilà. Et curieusement, la BD et la montagne, vous ne l'abordez pas à ce moment-là. Je ne pensais pas. Ouais, alors pourtant, il y a eu des gens comme Causet qui avaient fait Peter Pan, Retour de Peter Pan, je crois, ou à la poursuite, à la recherche de Peter Pan, qui a marché, quoi. Mais moi, c'est marrant, j'ai pas. Et ce qui s'est passé, c'est que on devait être en 2010. Et puis c'est une soirée avec mon éditrice après, et j'ai commencé à raconter 2-3 anecdotes de montagne. Je sais plus trop lesquelles d'ailleurs. Et je sais pas laquelle c'était. Oh, sûrement mon accident en fait, hein, l'histoire que j'ai la tête éclatée puis que je sors de la tête de la voiture pour pouvoir. Oui, c'était la grande ligne droite de Pont-de-Claix. Jean Jaurès, là. Voilà. Et j'ai vu tout de suite mon éditrice qui a fait attention là, ça peut faire quelque chose, quoi. Et donc j'ai commencé alors j'ai pris un co-scénariste avec qui on a travaillé un peu, et puis j'ai commencé à tirer sur la ficelle de ma mémoire, et c'est tout venu, quoi. Ça s'est évidé, et donc le bouquin est sorti. J'ai fait quand même, c'est un gros bouquin, il fait 280 pages, je l'ai fait très vite. C'est des trucs, c'est incroyable, il y a des choses que j'ai complètement oubliées, mais en montagne il y a des choses qui te restent, il y a des passages, je suis pratiquement. Par exemple, là, j'ai fait donc, les Savoyards il y a 2 jours, et je me souvenais particulièrement du cassin et du Chapoutot. Il a mis un couplage juste avant le pas de 6, quoi. Et ça faisait 43 ans quand je les ai vus, je me dis ah ouais, c'est toujours là, ça. Et donc c'est curieux, la mémoire, comme elle est sélective. Il y a des choses que j'ai complètement oubliées. Et donc j'ai fait tout ce bouquin et très vite, en fait, et il a trouvé son public. Puisque là on en est à 60 000 de vendus, ce qui commence à être beaucoup. Alors le public de la montagne, bien sûr, mais plus largement, il y a beaucoup de gens qui me disent que il y a même des gens qui aiment pas la montagne, quoi. Il y a des gens qui ont même un a priori contre la prise de risque en montagne. Et pourtant, ils ont aimé ce livre à cause du côté initiatique. Ouais, puis initiatique, le passage de l'enfance à l'âge adulte, voilà, à l'adolescence, les illusions perdues, on va dire, ces choses-là, quoi. Et voilà, et donc ça a été un étonnement quand même.
Surtout que le public, bon, grenoblois évidemment, et puis par ici, sur Chamonix, tout ça, c'est évident, mais le plus grand public a adhéré aussi. Voilà. Alors vous appelez ça un roman graphique. Ouais. Vous dites pourquoi? Moi, c'est parce que c'est un terme qui est arrivé des États-Unis, graphic roman, parce qu'ils avaient honte du mot comics. C'était pour faire riche, quoi. Mais on dit ça parce que c'est plus ambitieux. La bande dessinée, il y a un côté un peu pour enfants, on va dire. Et là, comme ils ont voulu démarquer le genre, peut-être, ils l'ont appelé comme ça. Voilà. C'est souvent plus. Il y a une pagination qui est plus longue. Mais c'est quand même une autobiographie. C'est essentiellement une autobiographie partielle, puisqu'elle se termine à 24 ans, effectivement. Ouais, enfin, et tout, ce que je vous ai dit, c'est que quand on fait une autobiographie, on est obligé de condenser, parce qu'une vie, c'est pas aussi palpitant. Il y a plein de moments où on s'ennuie, quoi. Donc, ça, tu le montres pas. Et puis surtout, la fameuse histoire du gardien du refuge du Temple Écrin, qui, pour ceux qui l'ont connu, passait pour avoir un caractère de cochon. Mais je lui ai mis une autre histoire sur le dos, quoi. Vous savez que c'était à la Pilate qu'ils m'ont refusé parce que j'avais pas d'argent. Parce qu'en fait, j'étais monté à la Pilate en pensant que le refuge serait pas ouvert et qu'il y aurait que le refuge d'hiver qui serait ouvert. Il était là, le mec. Et donc, il voulait pas m'ouvrir le refuge d'hiver. J'ai dit, mais moi, tu m'ouvres le refuge d'hiver et c'est bon. Et donc, finalement, je lui ai promis que je le payerais et je lui ai envoyé son chèque et tout ça. Et donc, voilà, en fait, on réglait quand même les comptes un petit peu. Vous avez réglé les comptes un petit peu avec lui. Non, mais il était pas désagréable. Mais moi, c'est vrai qu'il était un peu. Dans le livre, il l'est. Non, mais pour ceux qui l'ont connu, c'est vrai qu'il avait. Alors, je l'avais pas revu depuis 50 ans. Et c'est sa nièce qui m'a vendu la baraque là aux étages. Et elle m'a dit, mais c'est incroyable, c'est lui, quoi. Donc il m'avait quand même marqué avec sa coupe en brosse, il était habillé en kaki, tout ça, voilà, quoi. Et l'histoire, c'est sans arrêt de dire le réel et de le faire qu'il rentre dans le récit, quoi. Voilà, on va peut-être s'interrompre quelques minutes pour revenir ensuite à votre parcours à la fois de dessinateur et de peintre, parce qu'effectivement, il faudra qu'on en parle à un moment. Votre action de peintre est très, très importante. Il y a actuellement à Grenoble une grosse exposition de votre travail, à la fois sur la bande dessinée, sur la fabrication de la bande dessinée, mais aussi des œuvres particulières que vous avez, des paysages que vous avez, notamment des gouaches, notamment aussi de très très grandes peintures, des peintures de 3 mètres sur 3 mètres, ou 4 mètres, de 80, facilement, qui vont de très 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 grandes œuvres. Et nous en parlerons tout à l'heure. Mais sur cette partie de sa vie, sur la montagne, est-ce que vous auriez un certain nombre de questions à poser, de compléments que Jean-Marc Rochette pourrait vous apporter? Monsieur? Non, pardon. Ça vous a donné envie de vous y remettre à la montagne, le fait de se replonger dans les souvenirs et de redessiner? Ah oui. C'était comme un blackout pendant 30 ans quand même. Bah, ça est curieux comment ça s'est fait, parce que j'en faisais plus du tout, j'avais pris du poids. Là, je suis en train d'en perdre, mais j'en avais vraiment pris, quoi. J'avais au moins 15 de trop. Et j'ai rencontré Laroche-Joubert qui était guide, et je lui ai dit, tu veux pas, on va refaire le Coolidge ensemble. Donc on a refait le Coolidge. Et puis de là, ça m'a replu, quoi. Et c'est marrant, je suis reparti d'où j'étais je suis repris d'où j'avais commencé, parce que je commence au Coolidge et je me remets en faisant le Coolidge, quoi. Et puis petit à petit, je me suis remis à grimper un peu. J'ai une amie là qui est mathématicienne, Mathilde, qui grimpe. Donc je m'entraîne dans la vallée du Vénéon, d'abord sur la tête de la Maille, et puis ainsi de suite, quoi. Et puis là, je crois que j'ai un petit peu... c'est comme la première cigarette, deuxième, troisième. Là, je crois que je suis un petit peu... Et tout à l'heure, on discutait, et vous semblez dire que vous étiez presque bonifié, qu'il y avait des... Ah bah je trouve qu'on grimpe mieux maintenant, parce que je rencontre des Mathilde, tout ça, je trouve que par rapport à mon époque, la technique de la grimpe, les chaussures sont... Enfin ça c'est un autre sujet, mais je trouve que ça a progressé, quoi.
Et non, je m'y suis remis complètement. Je pensais vraiment ne plus jamais en faire de montagne, quoi. Pour moi, c'était fini, quoi. Et ensuite, vous êtes d'ailleurs retourné en montagne, puisque vous l'évoqué tout à l'heure, acheté une maison près de la Bérarde, et que vous pensez y passer l'hiver, alors que la Bérarde, normalement... Ah ouais. Bah là, je vous l'équipe, parce que il fait quand même frais là-haut, l'hiver. Et non, mais je passerai bien l'hiver comme Rémi Turc. Non, mais l'année dernière, j'ai fait la traversée de la Meije, là, je m'y remets doucement, quoi. Et c'est vrai que je suis surpris d'ailleurs à quel point l'esprit, enfin, je veux dire, quand ça a grimpé, ça revient vite, quoi, quand même. On repart pas de zéro, quoi. Oui. Moi j'ai deux questions. Rémi Turc, il est encore en vie ou pas? Non, il est mort, non. Il est décédé? Il a déjà 3-4 ans. D'accord. Et la deuxième question, c'est que l'histoire du livre se retrouve confrontée à la réalité, puisqu'il y a le corps de l'alpinisme dont tu parles, qui est revenu à la surface. Qu'est-ce qu'on découvre d'être au cœur de cette histoire malheureuse? Ben, ça c'est un peu choquant parce que quand j'ai fait ce bouquin, l'histoire, je ne vais pas raconter l'histoire, mais la mère est venue me voir et tout ça, parce que moi j'avais fait la voie 2 jours avant, j'ai failli me tuer avec Chardin, et la mère est venue, les CRS ont dit il y a un jeune qui a fait ça, donc elle est venue, elle m'a demandé, l'histoire, puis je lui ai plus ou moins menti, parce que moi je pensais qu'il s'était mis dans la rimée d'en haut, fin de l'histoire, et je la raconte parce qu'elle a existé dans le livre, quoi. Enfin dans ma vie, quoi. Et puis quand j'ai signé la première signature que j'ai fait, je l'ai fait à la librairie Gallimard à Paris, avenue Raspail, et puis le premier de la liste, c'était un mec qui était une doudoune. Je me suis dit tiens, c'est marrant, il y avait tous les autres étaient normaux, on va dire, c'était 6e arrondissement, puis là il y avait un type avec une doudoune, et le type il dit je m'appelle Michel Beau, et j'ai lu votre bouquin il y a 3 jours, j'ai pris le train pour venir vous voir parce que c'était mon ami et tout ça, quoi. Et donc on savait pas où il était, et donc bref, toute l'histoire, on commence avec ça en fait. Et après, ce type, Michel Beau, l'a cherché, et là il y a 15 jours, il voulait que je vienne avec lui. Je lui ai dit non, c'est pas je veux pas monter là-haut chercher un corps que je connais en fait, que je connais pas, quoi. Et puis là il l'a trouvé, quoi. Et là, alors là, les journalistes, le bouquin, plus l'histoire d'une amitié qui durait depuis, parce que le type, ça fait 40 ans, on vit dans une époque de zapping, là, une amitié qui dure et tout, les gens se sont accaparés ça. Mais je voulais finir simplement sur le tableau qui s'appelle Le Couloir. Pendant longtemps, enfin, quand je l'ai fait, en fait, c'était Attendez, c'est après, ouais, on y arrive là, c'est celui d'après là. Voilà. Ouais. C'est celui-ci. Voilà, donc ce tableau qui est au musée de Grenoble là. Donc 3 mètres sur 3 mètres à peu près. Non, il fait 2 mètres de haut celui-là. Il est grand, il est un peu impressionnant. Bon, en fait, quand j'ai fait ce tableau, je pense. Donc ça, c'est le glacier long. Et ça, en fait, c'est la blessure du Chardin, parce que je lui avais ouvert le bras et on voyait l'articulation et tout. Et donc, ce bouquin, c'est un peu montré les 2 chairs en fait. En philosophie, on appelle ça le chiasme du monde, la chair du monde, mais on a la même chair en fait que la montagne, enfin grosso modo. La nôtre, elle souffre, celle de la montagne, mais enfin, il y a des articulations et tout. C'est ce que j'ai voulu représenter, voilà. Donc ici, on voit, ça peut être assez de la chair, et là, Mais maintenant, quand je pense ça, je me dis, mais c'est pire que ça, c'est le mariage, c'est le jeûne, quoi. C'est le corps du jeune qui est dans le glacier. Donc là, ça prend une proportion encore là que j'avais pas du tout envisagé, quoi. Ce qui fait que ce tableau devient là pour le coup assez bizarre, quoi. Et ouais, et donc c'est vrai qu'effectivement c'est un peu curieux. C'est un peu curieux, ouais. D'autant plus qu'il y a eu une médiatisation absolument insensée là, sur ce fait divers. Ça me poursuit un peu parce qu'en plus là, il y avait c'était sa comment on appelle ça, sa fiancée, son frère, tout le monde veut me voir maintenant, je sais pas trop quoi leur dire en fait. Elle a dû un peu vieillir. Ah non, alors là c'est très curieux parce que elle est passée donc avec son frère, et cette femme qui a mon âge, c'est une jeune fille, quoi. On a l'impression qu'elle a été on peut dire congelée, ou qu'elle est restée
dans cette histoire, c'est très très étonnant. Hein. Objectivement, c'est étonnant. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais c'est un sujet de livre pratiquement. Non, c'est Michel Beau. C'est Michel Beau qui on lui a proposé de faire un livre là-dessus. Et je pense qu'il pourra faire un beau livre, quoi. Ah oui. Ce temps qui s'arrête, cette amitié, cet amour, enfin tout ça, c'est vraiment romanesque. Hein. Voilà, donc c'est un peu, enfin, c'est pas moi qui le ferai. Hein. Je lui dis, mais fais-le, et fais-le. C'est plus à lui de le faire, quoi. Autre question. Eh bien, on va parler du loup. Alors, le loup. Pourquoi pas? Oui, pourquoi effectivement. Pas. Alors là, nous sommes non plus dans un roman graphique ou une autobiographie, mais sur une fable imaginée, effectivement, au cœur du massif des Écrins, et une sorte de amour-répulsion, enfin répulsion d'abord, et ensuite amour pour finalement ce loup qui vient plus que perturber, hein, qui vient rendre impossible la vie d'un berger. Et là, je vous laisse raconter ou une partie du livre, etc. Bon, alors, en fait, c'était exactement l'année dernière, à la même époque. Donc j'étais aux étages et j'écrivais le préquel du Transpersonnage parce qu'on va faire un truc pour accompagner une série qui fait aux États-Unis. Bon, bref. Et derrière est passé Pierre Calam, je pense que vous allez en connaître, c'est le berger de l'Enchassera. Et avec, je crois qu'il était avec Marie-Claude Lacordée. Et le type était catastrophé et il me raconte qu'il a eu une attaque. Parce que le loup, pour l'instant, n'était pas rentré dans la vallée du Généon jusqu'à l'année dernière. Et là, il est rentré et il a fait un carton il a eu 70 bêtes de tuer. Alors, plus ou moins des tués, des bas. Enfin bref. Et le type me raconte que dans sa vallée, il y a des cadavres de partout, que ça pue la charogne, qu'il ne peut pas les enlever à cause de. Enfin bon, bref. Et son histoire me déclenche un truc, quoi. Et donc je suis parti sur cette idée d'un berger qui vit seul. Alors ça peut faire penser à Rémi Turc pour ceux qui le. Donc un type qui vit seul dans cette vallée, et qui se retrouve en conflit avec un loup, et c'est deux vérités qui s'affrontent. En fait, c'est la vérité du berger qui n'a pas envie d'avoir le loup qui vient perturber son économie, et le loup qui est là et qui, puisqu'il y a des brebis, il fait son boulot. Il fait son travail de loup. Et après, et donc j'en parlais avec mon voisin qui est un guide et chasseur de chamois, et je lui ai dit, si j'ai pas une fin, alors, si c'est le loup qui tue le berger, ou si c'est le berger qui tue le loup, j'aurais pas fait le livre, parce que le lecteur voilà. Et quand j'ai trouvé la légende, parce que d'un seul coup ça devient une légende, je l'ai fait, quoi. Et alors, pour l'anecdote, j'ai mon voisin qui s'appelle Jean-Claude Turc, qui était guide, il était berger et facteur. Et c'est le premier qui est allé acheter le bouquin. C'est mon voisin, hein. On cultive les patates chacun de côté de la machin. C'est le premier qui est allé acheter le bouquin parce qu'il voulait voir ce que le voisin disait du loup. Parce que lui, le loup, c'est juste que c'est pas. Comme a dit l'autre, si tu dis qu'il y a des loups là-haut, ils montent et il m'a dit c'est bien. Bon, la fin, mais globalement c'est bien. Et j'étais content parce que. C'est le bon voisinage. Ouais, pour le bon voisinage, ouais. Non, mais parce que là-haut, ça peut être, vous rigolez, mais ça peut tourner à l'aigre, hein, quand même, hein, les histoires de loups. Hein. Dans le Diois, par exemple, ou dans Gap, ils sont mauvais, hein, sur le loup, hein, les bergers. Hein. Vous écrivez, ou vous dites dans une interview, notamment une interview qui a été faite par Télérama, enfin un assez long article dans Télérama, très élogieux, je ne sais pas si cette personne connaît beaucoup la montagne, en tous les cas, elle a été fascinée par ce que vous disiez. C'est un questionnement, vous écrivez, sur la réintroduction de l'homme dans la nature. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire ça. C'est-à-dire que l'homme est sorti de la nature et ça date, sorti intégralement de la nature. Enfin, quand on était des chasseurs-cueilleurs. Donc la première fois qu'on est sorti de la nature, c'est qu'on a commencé à prendre des bouquetins et en faire des brebis. Déjà, on a commencé à tordre un peu le truc, quoi.
Et entre ce moment-là, c'était il y a 10 000 ans et maintenant, vous voyez un peu le carnage. Au niveau, c'est très rapide. Donc il faudrait, alors peut-être pas retourner jusqu'au chasseur-cueilleur, mais je pense que la nature est bonne mère si on la respecte, quoi. Par contre, quand on la respecte pas, ça tourne à l'autre boudin, quoi. Et je prends un exemple simple. Il y a 10 000 ans, la biomasse des animaux terrestres, c'est-à-dire la biomasse de tout ce qui est mais des vertébrés, hein, on prend pas comment on appelle ça, les lombriques, parce qu'eux ils font exploser c'était 97% d'animaux sauvages et 3% d'humains. En gros, on prend les aigles, maintenant on en est à 85% d'animaux domestiques, 12% d'humains et 3% d'animaux sauvages à l'heure actuelle. Donc ça sent quand même, ça sent un peu la fin des haricots. Alors on peut vivre sur une terre qui a plus d'animaux sauvages, hein. Moi personnellement, j'ai été me mettre au fin fond du Vénéon parce qu'il y a encore quelques chamois, il y a encore quelques sauvages. Oui, sauvages. Ouais. Non, ouais. Moi, je suis allé me balader auprès du Buet. Eh bien, nous étions 20 randonneurs qui étaient autour d'un bouquetin. Et le bouquetin ne bougeait pas. Ouais. Hein, et on était vraiment à 2 mètres. C'est le musée, là. Comment ? C'est le musée, là. Ah, c'était quasiment. Ouais, donc ce que je veux dire, c'est que, moi, à mon avis, c'est cuit. Hein. Ah. Réintroduire l'homme dans la nature, je pense que c'est cuit. Parce qu'en plus, là, on parle de nous, mais si vous parlez des Américains, si vous parlez des Chinois, et on parle de 1% de la population, je veux dire, c'est un déchaînement. Alors là, je sais pas si c'est vrai ou faux, mais que un type s'amuse à cramer l'Amazonie maintenant. Alors là, je trouve que là, il faut mieux en rire parce que ça devient. Voilà. Et donc c'est ce que j'ai voulu dire, mais c'est un vœu pieux parce qu'il y a pas le début d'une réintroduction de. Reste que ce berger, on a le sentiment qu'effectivement il rentre dans la nature. Vous le faites rentrer dans la nature. Alors qu'il était avec son fusil, cette fois-ci, non. Lui, il a une ordalie, hein. Il a comment on appelle ça, une ordalie, comment on peut traduire ça, le jugement de Dieu. Il a été tellement loin dans le rejet et même lui dans sa propre, il est allé jusqu'au fond de sa terre, de sa propre humanité, ouais. Et finalement il a une rédemption, il fait une rédemption, mais c'est une légende pour les enfants, hein, ce que j'ai écrit. Hein. Est-ce que certains d'entre vous ont lu déjà ou parcouru le livre, enfin lu, regardé? Vous avez aimé les enfants? Enfin, l'enfant que je suis resté. Ah ouais. Ouais, voilà quoi. Donc c'est un des, voilà, c'est. Dans les réactions des agriculteurs, des gens qui ont des moutons. Il y en a eu des mauvaises, ouais. Ouais, il y en a eu une assez très mauvaise, mon voisin. Enfin, le vieux, non, le vieux ça a été, mais là j'ai l'impression que c'est des jeunes, des néobabes qui tournent bizarre, quoi. C'est-à-dire, enfin c'était limite, hein. Et puis il m'a parlé, c'était limite, parce que je lui dis mais il est où le problème, et il n'était pas foutu de me le trouver. Je lui dis dis-le franchement, tu veux tuer tous les loups, mais il faut être au moins sois clair. Commence pas à dire que c'était. Donc en fait c'était un peu simplement je parlais du loup et puis c'est tout quoi. C'était une expression hein, à l'époque, parler du loup. Ouais. Beaucoup connaissent plus mais. Ouais. Donc ouais. Et là il y a eu mais c'est des réactions vachement étonnantes. Par exemple à un moment j'ai parlé parce que j'ai parlé avec Jérôme Forêt qui est un des gardiens du parc là. Et le côté positif c'est qu'il y a 2 gypaètes qui sont revenus. On en est à 25 couples d'aigles royaux sur les écrins. Donc alors qu'il en restait plus. Les chamois c'est relativement stable. Enfin bref. Et puis j'ai dit qu'il y avait 4 loups quoi. Et immédiatement j'ai été agressé quoi. C'est-à-dire que la nature se porte bien et tout ça. Il y a 4 loups. Mais non, le loup c'est vraiment
pour certains, c'est niette, quoi. C'est curieux, ça a l'air d'être très français parce que les Italiens, ils en ont plein. Ils ont aussi plein d'ours. Et ouais, enfin plein, ils en ont quelques-uns, mais... Ils en ont. Ouais. Bah, c'est à gérer. Là, il y a eu 0 attaque, par exemple, dans la vallée. Alors non, 0. Alors que, bon, le patou qui est censé garder, il est chez moi, passe la journée chez moi. Donc, vous l'avez peut-être vu, là, il était là-haut. Et donc, si elle a une attaque, la bergère, je sais où est le gardien, hein, il est... il se fait caresser, ah ouais, non mais lui, c'est pas... Bon, bref... Et donc, mais là, il y a eu 0 attaque, alors qu'il y a 4 loups. Donc, peut-être que, je sais pas, peut-être que mon bouquin, ils l'ont lu, les loups. Et ils se sont dit, on va gérer une relation plus apaisée. Donc, je sais pas, en tout cas, là, il y a eu 0 attaque. 0 attaque. Ça m'a évité des emmerdes, entre parenthèses, parce que s'il y avait eu une... Ah oui, c'est vrai. S'il y avait eu une grosse attaque, ils me l'auraient mis sur le dos. Sur le dos. Pas d'autres questions sur... Oui. Vous faites preuve de beaucoup de philosophie dans l'approche de ce problème, mais le retour du loup en France, ça touche au fondement de notre société. Hein. Exact. Et ça remet en cause beaucoup de choses, ça pose beaucoup de questions auxquelles en fait personne ne veut répondre. Exact. Je pense que c'est un problème philosophique. Oui. Majeur. Ça, c'est pas un problème philosophique majeur. Absolument, c'est un problème. Comment on gère la nature quand elle n'est pas domestiquée? Parce que le loup, ça fascine. Le loup, on n'en tirera rien, on fera pas d'argent avec le loup. Enfin, vous voyez, c'est le... Et donc, c'est très difficile, parce que si là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de berger dans la à mon avis, non, parce qu'autrement, ça aurait monté d'un ton, là, mais ouais, parce que eux, c'est pas possible, quoi. Alors, il y en a qui disent oui, il y a certains bergers, c'est ce qu'on dit dans la postface de Morisot, qui effectivement font avec. Et même, ils en trouvent une certaine... c'est gérable, quand même. Il y a un berger allemand, enfin, un berger qui est allemand, et qui a réussi à amener 600 bêtes dans le Champsaur sans attaque. Sauf que il a 6 patous, ou il faut un patou pour 100 bêtes. Il reste à côté, il les regroupe. En bref, il fait un boulot qui est pas facile. Et puis aussi, moi je le dis, puisqu'il n'y a pas de berger ici, je veux dire, quand tu vois 4000, 5000 bêtes sur les flancs, sur le plateau d'Amparis ou non, il y a des énormes troupeaux, c'est quand même abrasif. Oui. C'est abrasif. 2000 bêtes, 3000 bêtes, il n'y a plus rien. Donc c'est aussi cet élevage-là, est-ce qu'on le veut ou est-ce qu'on le veut pas? Alors c'est ce que dit Morisot, c'est aussi le prix de l'agneau au kilo. Si on achète de l'agneau néo-zélandais, parce que là, pour moi j'ai été en Nouvelle-Zélande. Ben là il n'y a plus rien. C'est du mouton. Ils ont laissé quelques poches de nature, mais tout le reste c'est laminé, quoi. Donc le loup, vous avez raison, c'est pas juste le problème du loup. Derrière le loup se cache la forêt, on pourrait dire. C'est comment on gère le loup et on gérera le reste, hein, si on le gère bien. Mais les solutions techniques existent, hein, il faudra payer pour laisser la part du loup, éventuellement taxer toute la viande ovine qui vient de Nouvelle-Zélande pour payer les quelques milliers d'ovins qui seront éliminés par les loups, si on en veut. Je vois que cette solution-là... mais c'est ce que dit Morisot. Ouais, il faut accepter que le loup... ils estiment à 1000-2000 brebis par an. Ou plus. Ouais. Non, mais si tu laisses les bêtes. Tout dépend de l'effectif qu'on veut se faire. Actuellement, c'est 500. Ils se multiplient de 20% par an, en gros. Donc cette année, ils vont tuer 100 pour stabiliser l'effectif. Après. Non, mais de toute façon, le loup fait pas bon ménage avec cette société. Bien sûr. On peut le tourner dans tous les sens. Là, pour l'instant, je crois qu'il n'y a que 2 meutes de loups
formés. 3-4 loups, c'est pas une meute. Hein. Une meute, c'est 15-20 loups, quoi, avec un couple alpha et tout ça, quoi. Ça, par contre, ça rigole plus. Hein. Quand c'est formé, enfin, je veux dire, ils y seront, ils vont être là, et voilà, quoi. Moi, par exemple, on prend l'ours. Ben, l'ours, c'est super, l'ours. Mais on a une fille de la Grave qui a failli se faire tuer par un ours cet été dans l'Atlas, là. Pas dans l'Atlas, en Russie. Et donc c'est pareil, si vous réintroduisez l'ours... Ouais, mais c'est drôle, on parle d'une attaque d'ours sur un homme, il y a combien de morts par jour avec les voitures? Je veux dire, on est vraiment dans un décalage complet. Non, mais je avec, suis entièrement d'accord. La cigarette tue combien de personnes par jour? Je veux dire, on est dans l'absurde complet. Quoi. Non, mais je suis bien d'accord, mais bon, il n'empêche que si moi on me réintroduit le grizzly dans la vallée du Vénéon, je vais pas du tout me déplacer de la même manière. Ça, c'est sûr. Non, mais il y a une phrase magnifique de Morisot qui dit qu'un grizzly qui se lève, c'est toute la nature qui se lève avec lui. Ça te remet à ton niveau. Quoi. Toute la nature de l'homme. Non, toute la nature. C'est que d'un seul coup, c'est la nature qui se lève, et toi, tu baisses la tête. Quoi. Et le grizzly, il y a eu, sur le plateau du Vercors, il y a eu jusqu'à 500 grizzlies à une époque. Alors justement, parlons du troisième ouvrage, mais qui est en gestation, en quelques mots, sans le déflorer. C'est l'ours, ouais, c'est l'ours. Mais c'est pour ça que je m'intéresse, parce que l'ours, c'est la taille au-dessus, quoi. Il y en a un qui est venu en Allemagne, il y a quelques années en arrière. Il est venu d'Italie, il est arrivé d'un parc, et il s'appelait Bruno. Il est arrivé en même temps que la Coupe du Monde. Alors ma théorie à moi, cet ours, ils l'ont suivi, les fêtes sont là, il a été suivi pendant un moment, ils l'ont perdu. Greenpeace avait payé un spécialiste de la capture des ours, qui avait des chiens, qui avait des téléphones portables, donc pour permettre de localiser les chiens pour quand ils l'auraient trouvé. Et il se trouve que l'ours était dans une zone où il ne captait pas, donc il ne trouvait pas l'ours. Et le président de Bavière, suite au match de foot où l'Allemagne a perdu contre l'Italie, a décidé l'abattage de l'ours. Il a été tué dans la nuit à 3h du matin, il était mort. Donc on n'arrivait pas à le trouver pour le capturer. Et c'était un ours. Et il faut quand même savoir que la Bavière, sur son écu, c'est un ours. Non mais vous voyez le problème, là on a parlé avec monsieur du problème de l'ours, du loup, on a dit que c'est un problème philosophique majeur, de l'homme et de la nature, on met l'ours, et là ça monte encore d'un niveau, et on voit bien que notre société, elle est hermétique, elle en veut pas. Ça marche, c'est ce que m'a dit ma voisine, toujours, elle m'a dit, ça sent les ours, c'est pour les loups, c'est pour l'Arctique, c'est pour c'est pour la Sibérie, mais ici, non. Ici, on ne veut plus de ça, plus rien. Et c'est profondément ancré. Je veux dire, là, on a l'impression il y a une compréhension, mais les gens, au départ, non. Ils veulent, et en fait, ils veulent vivre dans un 4 pieds de cuisine propre. Voilà. Ça date du Moyen-Âge, quand même. Le nom de famille de ma grand-mère, c'est du Bersac, qui veut dire loup persac, qui veut dire le tueur de l'ours. Ouais. Ah ouais. Siècle. Ça a toujours été, cette lutte entre... ah bah oui. Enfin, pas toujours, puisque... En croyant gagner, on a tout perdu. Ouais. Mais n'empêche que c'est quand même... Ah ouais. Bah, il y avait une compagnie qui s'appelait la Compagnie de la Louverie et qui était là pour tuer les loups. Ouais. Et on parlait d'attaque de loups. Vous avez vu les loups là? Les loups, ça fait parler plus que la grimpe. Bah, les Dauphinois, ils s'appelaient les brûleurs de loups. Ah oui, ils s'appellent toujours les brûleurs de loup. Ouais, mais les Dauphinois, au départ, c'est les brûleurs de loup, parce qu'il y avait tellement de loups dans le Dauphiné, j'imagine comment ça va, qu'ils brûlaient les forêts, quoi, en fait. Ils prenaient toute la population avec comment on appelle ça? Ils faisaient du bruit pour effrayer les loups, et les amenaient, ils les acculaient dans des forêts, ils foutaient le feu aux forêts, quoi. D'où le nom, les brûleurs de loups. Ah, oui, ça. Ah si, ça vient de là. Et ils se sont battus pour éradiquer le loup, et ils y sont arrivés. Mais il faut savoir aussi, c'est que en Chartreuse, on m'a dit, parce que je suis en train de me renseigner un peu, en Chartreuse, à la fin du 19e, il n'y avait plus de sangliers, plus de loups, plus d'aigles, plus rien en fait en Chartreuse. Il restait juste des chamois de forêt, parce qu'ils sont très très difficiles à chasser. Ils avaient tout torché, quoi. Donc, si on laisse faire l'homme tranquillet,
Finalement, il se retrouve avec un champ de patates et des poules. Et puis c'est tout. Et du coup, du point de vue du dessin ou de l'inspiration et tout, vous passez vachement plus de temps dans la nature qu'à une époque aussi où vous étiez resté sur des sujets plus imaginaires, etc. Ah bah, ça change la manière de dessiner. Ah bah oui, parce qu'en plus, je parlais de transpersonnage. Moi, la transpersonnage, c'est l'histoire de la Terre est morte déjà. Ouais. Et tous les humains sont dans un train et dans un système oppressif à la Orwell. Donc moi, j'avais décidé que c'était ça, quoi. Maintenant, en fait, je renoue un peu avec les rogatons de nature qui restent chez nous, quoi. Est-ce qu'on peut revenir maintenant sur la partie purement artistique? Là, ça va moins intéresser tout de suite. Non, mais sur la qualité du dessin, on a effectivement ce qui a été reconnu par beaucoup, probablement aussi certains de vos confrères de la bande dessinée, mais les observateurs, les journalistes, etc., ont reconnu une qualité tout à fait remarquable de ce que vous donnez à voir. Donc il y a toute cette partie dessin, toute cette partie figuratif, et puis il y a une volonté de votre part de tendre vers l'abstraction, l'abstraction même la plus complète. Le couloir est une abstraction, mais porteur de sens, beaucoup de sens. Comment vous travaillez? Quelle est l'importance finalement dans votre travail de la dimension artistique? Pour faire vite, quand j'ai commencé, j'étais très influencé par les comics américains et puis un dessin très réaliste. En fait, je regardais pas tellement la nature, quoi. Genre, je dessinais d'après des dessins. Je décryptais le réel d'après des dessins. Et donc c'est toute une période, voilà, comme ça. Et puis à un moment, je me suis mis à la peinture justement, et j'ai commencé à regarder des peintres chinois, tout ça, qui ont un rapport un peu différent avec le réel, quoi. Et c'est là où j'ai vu que, par exemple, la montagne, on peut la voir d'une manière de topographie assez sèche, donc on est très appliqué, ou on peut la regarder comme des énergies, quoi. Pour les grains, et quand on grimpe, on voit mieux ça, en fait, on voit mieux les traces de faiblesse, les poussées et tout ça, et donc ce qui fait que j'ai un dessin de montagne qui est comme des portraits de montagne, on pourrait dire. Et d'autant plus que la montagne, elle paraît statique, mais quand on la regarde à notre échelle, mais quand on la regarde même à un niveau, même sur 100 ans, on voit que ça bouge, les glaciers sont très vivants, ça respire pratiquement. Et c'est ce que j'essaie de rendre dans mon dessin, pour un point de vue du dessin, ce qu'on pourrait appeler du dessin abstrait. Et quant au reste, les personnages, j'essaie de capter la psychologie, quoi. Puis en plus, je me suis aperçu que dans la bande dessinée, le lecteur a quand même une lecture très rapide. Et la vérité, c'est qu'il faut donner ce qui donne du sens. Si t'en mets pas assez, ça va être un peu clair. Et si t'en mets trop, tu perds Enfin, mon lectorat, qui n'est pas des spécialistes de la bande dessinée, parce qu'il y en a qui comptent des boutons de guêtre dans la bande dessinée. Les voitures, il faut qu'elles soient nickel et tout, mais ceux-là, ils ne m'intéressent pas. C'est pas mon lectorat, en fait, quoi. Et par contre, il faut que le lecteur soit complètement immergé dans l'univers, et il y a un moment où, si ça se passe bien, il ne voit plus le dessin. Et le dessin, il le ressent, et Par exemple, quand j'étais gamin, je ne trouvais pas que Tintin était bien dessiné. Je me disais, qu'est-ce qu'il est drôle, Tintin, ou qu'est-ce qu'il est courageux, ou des choses comme ça, quoi. En fait, tu perds le dessin, quoi. Et j'espère que dans Elfrade, au bout d'un moment, les gens, ils sont complètement pris dans la narration. C'est pas évident, parce que la moindre fausse note, elle fait comme dans un concert, quoi. Si vous êtes pris dans le concert, d'un seul coup, il y a un truc qui va pas, ça va vous sortir de votre rêverie, quoi. Et dans le dessin, c'est ça, la difficulté de la bande dessinée, c'est de pouvoir tenir la tension, quoi. Et enfin, c'est compliqué, la bande dessinée. C'est un art narratif où il y a du cinéma, il y a de la littérature, il y a de la peinture, et il faut faire un espèce de mix de tout ça. Mais ce qui avait été frappé, que dans certaines pages, mais dans beaucoup de pages, votre page, la page est une composition, une vraie composition. C'est-à-dire que c'est un vrai tableau. Il peut y avoir, je suis frappé par exemple, il y a un moment dans Le Loup, où on voit le regard du loup, et on voit le regard... donc il y a des pages qui sont comme ça, qui sont spectaculaires, et qui sont souvent les plus faciles à faire, mais on m'a posé ça sur France Culture,
Où c'est difficile, c'est sur les pages où il se passe rien. Enfin, là, par exemple, à un moment, il est dans le bistrot, il est à l'accordé et il discute. Ça, théoriquement, c'est là où il faut rendre ça beau. Et c'est là la difficulté, là, c'est que la page doit être belle, alors que en fait, c'est simplement une discussion de bistrot. Et en fait, le travail est sur l'éclairage, comme un chef-op au cinéma. Comment éclairer, comment faire que les chants contre chants jouent dans la page elle-même, parce que je vous dis, ça allait être plus chiant dès qu'on allait parler technique. Ah non, c'est parce qu'une page, il faut qu'elle soit belle en tant que telle, mais le lecteur, il n'a pas trop à se poser ces questions-là. Lui, il faut qu'il soit conduit dans le truc. Mais c'est vrai que moi, en tant que... Je veux que la page soit belle. Je veux qu'elle soit harmonieuse. Et souvent, il y a une logique. C'est quand tu suis la logique. Je ne sais plus qui m'a dit ça. C'est Brancusi qui disait que la simplicité, c'est quand la complexité a été résolue. Ah, oui, c'est joli. Et c'est un peu ça. Quand une page est très simple, souvent que derrière, il y avait de la complexité, mais tu as trouvé les solutions. Donc c'est simple. Et le lecteur, lui, il n'a pas à savoir derrière si ça a été difficile ou pas, quoi. Il faut qu'il soit simplement bercé, quoi. Des questions? Et vous dessinez toujours en couleur? Ah non, alors là, c'est toujours du noir et blanc. Voilà. En fait, je dessine. La façon dont je travaille, on va parler pour ce que j'ai fait entièrement seul ou quasiment seul avec Elfroide. J'écris en fait ce que j'appelle les plots narratifs. En fait, il faut avoir une idée au départ. Tu te dis, tiens, si je parlais d'un loup et d'un berger. Bon, ça, c'est déjà pas mal comme départ, mais bon. Après, on va faire... Moi, je travaille sur des plots narratifs, c'est-à-dire, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Et après, j'essaie de joindre tous ces plots narratifs. Mais ça, c'est de l'écriture. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est commencer « Il était une fois » et puis partir comme ça. Là. Parce que là, souvent, ça n'y arrive pas. Puis une fois que j'ai ça, je fais mon storyboard. Et là, à la fin, mon bouquin est fait, quoi. Et puis là, je fais du noir et blanc. Donc, je travaille... et c'est là la partie la plus technique et la plus... et celle où il faut vraiment être précis. C'est la partie la plus ennuyeuse du métier, en fait. C'est une fois que tu as fait ton storyboard et que tu as l'histoire dans la tête, et que tu la rêves, et souvent tu vas redescendre un peu, et ben tu l'as fait. Et puis après, une fois que j'ai fait ça, je donne ça à une coloriste qui s'appelle... Parce que le Elfroide qui est sorti en noir et blanc, c'est l'édition originale? Non, c'est d'après mes couleurs. Et j'ai voulu qu'on le fasse en noir et blanc parce qu'il y a des gens qui aiment moins, mais il y a des gens qui aiment plus. Parce que le noir et blanc, en fait, c'est beaucoup plus. En fait, on rentre encore plus dans l'histoire. On n'a pas de comment on appelle ça, d'interférence colorée, on pourrait dire. Donc souvent, il y a des gens qui aiment bien. Mais autrement, c'est la même chose. On a pris les couleurs qu'on a mis en noir et blanc, en fait, qu'on a mis en gris, en fait. Mais là, donc, je travaille avec une coloriste qui s'appelle Isabelle Merlet, qui est un talent incroyable sur le loup. Et donc là, moi, je lui fais un peu les valeurs, on va dire, d'où vient la lumière et tout. Et puis après, elle fait les couleurs. Et notamment, par exemple, la fameuse scène dans le bistrot. Elle a rendu cette scène qui était relativement... tu l'as trouvée là. Ouais. Je crois que c'est la première ou la deuxième scène au bistrot, je sais plus. Voilà, ça c'est par exemple, la coloriste, elle joue beaucoup sur la beauté de la double page, quoi. Elle a trouvé un espèce de couleur là que moi elle a fait un vrai boulot elle a beaucoup de talent, hein. Franchement, je m'impressionne, quoi. Et c'est le même coloriste qui avait fait Elfroide? Ah non, ça c'est moi. C'est beaucoup plus brutal, hein. Regarde, d'accord. Et on voit, il y a une volonté d'ailleurs, comme l'histoire est rude, mais c'est plus... Ouais, enfin, quoi que... J'ai un petit côté féminin aussi. C'est une très belle composition. Ouais. C'est pas celle qui est au musée de Grenoble. Ouais, voilà. Non, mais disons que c'est un peu plus arty, comme disent les Américains. C'est-à-dire, là, il y a un côté plus fluide, ce que je voulais d'ailleurs. Non, elle est de Bordeaux. Elle connaît rien du tout en montagne, quoi. La montagne, c'est pas son truc du tout. Et alors, elle faisait des trucs trop compliqués. Je lui dis, tu sais, en montagne, c'est hyper simple.
l'ombre sur la neige, c'est la même partout. C'est plus, si vous prenez ça, il y a un bleu, et ce bleu, vous allez le retrouver partout. Et elle me faisait des bleus différents. Je lui dis, non, il n'y a pas de raison qu'il y ait des bleus différents. Il n'y a pas de bleus différents. Il y a des valeurs éventuellement dans le bleu, mais un bleu qui tournerait vers... Et donc, elle a tout de suite pigé. Et là, par exemple, quand on voit... vous voyez, c'est une espèce de... Bon, là, elle a trouvé le truc, quoi. Et je trouve c'est vraiment... elle m'a impressionné, quoi. Dans votre jeunesse, quand vous avez changé de projet, vous nous avez dit que vous avez pris le bon train, vous n'étiez pas particulièrement doué en dessin. En fait, vous êtes un autodidacte. Absolument, ouais. Cours de dessin. Ouais. Comment vous expliquez que la transition s'est faite sans gros problème? C'est dû à la chance c'est dû que je pense que j'ai mis toute l'énergie que je mettais dans la grimpe. Puis en plus, il faut savoir une chose, c'est que j'avais pas trop de... J'avais pas de longe, hein. Je travaillais sans filet, quoi. Donc quand j'avais arrêté mes études, je savais rien, quoi. Et donc il y a le côté aussi, tu pousses quelqu'un dans la piscine, quoi. Il apprend à nager ou il se noie, quoi. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire qu'il a fallu que donc j'ai bossé comme un fou, j'ai regardé les Américains, j'ai donné une énergie complète là-dedans, quoi. Donc il n'y a pas de secret, c'est le travail. Oui, c'est le travail. Et là, même plus, c'était même c'était même une espèce de survie, quoi. C'est ça, je sais pas, c'est ça, de survie sociale, en fait. Il fallait que ça aille vite, parce qu'en plus, j'avais pas de fric, donc il fallait que ça aille vite. Un peu pour prendre les métaphores de montagne, quand sur le coup il faut sortir, quoi. Il faut aller vite, il faut sortir, quoi. Et en fait, j'ai mis cette espèce d'énergie du désespoir, c'est un peu ça, parce que je le dis, il fallait que ça marche, quoi. Et ça a marché, quoi. Et du coup, le projet transpersonnel, c'est venu juste après Ça, c'est un miracle, un peu, parce que je faisais un truc qui s'appelait Edmond le Cochon, on peut dire que c'était de l'underground américain, français, quoi. C'est de la provocation, comment on peut ça, la transgression. Et alors, tout ça allait avoir une fin, parce que c'est des périodes un peu... C'est assez rock'n'roll, la bande dessinée. C'est-à-dire qu'il y a des groupes, ils marchent bien pendant 3 ans, quoi, et puis 3 ans après, tu n'en entends plus parler, hein. Et je sentais que j'étais un peu sur dans ce truc-là, quoi. Et j'ai un type qui s'appelle Jacques Loeb, qui avait fait alors lui qui était un grand pro, qui avait travaillé pour le Figaro, enfin un type qui avait de la bouteille, et qui savait à peu près ce qu'était le métier, quoi. Et donc il travaillait avec Alexis, qui était un jeune dessinateur, et qui est mort en faisant le transpersonnage. Il est mort à 32 ans, donc... Et il a cherché un autre dessinateur pendant des années et des années, et puis finalement il est tombé sur un de mes bouquins et il m'a proposé. Et là aussi il y a eu la truc de l'énergie, du désespoir, parce que je savais pas du tout, j'ai dit oui, il m'a pris, et je suis parti à dessiner, c'est un truc que je savais pas faire. Et donc quand on voit le transpersonnage, on le voit... Il était en noir et blanc, le voilà. C'était l'époque aussi où il y avait Comès et tout ça. Voilà, exactement. Et c'est beaucoup de chance, en fait. Et le train... On l'a, le transpersonnage, elle est en couleur maintenant. Le nouveau? Ouais. Ouais, le nouveau, oui. Ouais. Ah si, on doit le trouver encore. Ah, si, on le trouve. Et donc ça s'est fait que... Moi j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, en fait. J'ai des espèces de changements, un peu comme les billes de billard, quoi. Les accidents, ça te fait partir dans une autre direction, puis finalement... c'est ça qui est terrible dans la vie, et surtout dans la montagne. Tu dis, tiens, bah lui... ce jeune là qui est disparu, il a eu le bac à 16 ans, il avait une fiancée, je crois qu'il avait 20 ans, il avait déjà fini ses trucs dentaires, il voulait devenir guide, enfin bon, il avait tout l'avenir devant lui, quoi. C'était tracé, et moi, non, moi j'étais je voyais pas trop, quoi. Et d'un seul coup... Et aujourd'hui vous vivez davantage de la BD ou de la peinture? Ah non, la BD. La peinture est totalement libre. J'en vends. Là, je vais faire une expo à Paris, une expo vente à Paris, à la galerie Maguen. Mais c'est la BD qui me fait très très bien en plus. Hein. Je veux dire, Elfroide et puis le Loup, j'ai trouvé un public. Et donc, c'est toujours pareil.
comme disent les Américains, c'est shine or die, c'est brille ou meurt l'art, quoi. Il n'y a pas de trop de. C'est le problème, parce qu'il y a beaucoup de dessinateurs en ce moment qui râlent parce qu'ils sont mal payés, mais je leur dis, mais Rimbaud, ah ouais, mais je suis pas assez bien payé. Non, tu prends tes risques. Hein. Ça marche pas, fais-le pas, ou alors supporte. C'est le métier le plus, comment on appelle ça, le plus cruel qui existe. Hein. Ouais, tous les métiers artistiques. Hein. Ah, absolument. C'est cruel. Et en plus, il y a des bons qui moi, comme j'ai dit, c'est les 40 premières années les plus difficiles. Hein. Après, ça va mieux. Et après le loup et l'ours, il y aura un retour à la montagne ? Ouais, il y en aura peut-être un, ouais. J'ai une pure montagne, là, d'alpinisme, ouais, il y en a, là, ouais. Bah là, il est un peu... Si, mais alors là, ça risque d'être... c'est un sujet, quoi. Mais ça, je ne vais pas le dire, ça. Parce que, surtout ici. Alors c'est encourageant. Enfin, c'est encourageant parce que les films de montagne, ça rame de partout. Les vrais, ça a marché, ça. Comment ? Les vrais, ça a marché. Oui, mais à part vrai, c'est une période. Non, mais les films de montagne aujourd'hui, c'est un problème. Effectivement, revoir la montagne dans des ouvrages en public. En public, oui, il y a des joueurs de photos, bien sûr, mais il n'empêche que c'est... c'est étonnant, oui. 60 000, je crois que 60 000, et on finira à 100 000, hein. Je pense qu'un livre de montagne, purement montagne, qui s'est vendu à 100 000, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu... Herzog, mais à 2 millions. Il y a eu Herzog, il y a eu... Messner, les Rebuffat. Oui, Messner peut-être moins. Hein. Alors, sur la France, moins. Hein. Non, mais si, mais bien sûr, Frison Roche. Non, ah ouais, alors s'il y en a un, c'est Frison Roche. Si, Frison Roche. C'est disons le seul véritablement qui a dans le genre, parce que les autres c'est pas des romans en fait, c'est des techniques. Ouais, ça. Bon. Moi j'avais une question technique. Ah. Les premiers dessins des personnages dans Le Loup, ils viennent à quel moment? Vraiment les portraits, enfin le premier dessin que tu fais du loup et de ton personnage principal. Hein. Non, pas dans le livre, hein. Pour toi, à quel moment tu les fais? Ils viennent avant le script, avant non, ils viennent après. Ouais, non, j'avais rien dessiné tant que j'avais pas la fin. Quand j'ai vu et la vraie fin, la toute fin, le fait qu'il salue le loup avec qu'il perd ses mains, quoi. Alors quand c'est arrivé ça, c'était une révélation céleste. C'était un type qui tire, d'un seul coup il a plus de main, donc il peut plus tirer. Quand ça t'arrive dessus, c'est tellement simple, c'est tellement peu. J'ai dit waouh, là ouais. Là je tiens l'histoire, quoi. Et en plus il lui salue, il a plus de main, il a plus de doigts. Alors là tout le bouquin tient là-dessus parce que c'est un bouquin, c'est une nouvelle, c'est court, hein, c'est un peu comme le vieil homme et la mer ou le poids du papillon, c'est des bouquins qui sont courts. Et donc il y a toujours un moment où il faut mettre un truc, quoi, qui fait que ton lecteur se dise, quand il finit, il dit ah ouais c'était court, mais bon j'ai le truc, quoi, il était, quoi. Et ça je sais pas comment c'est arrivé, quoi. Là par exemple je suis en train d'écrire Le Loup, j'ai eu un miracle scénaristique, quoi. J'avais un problème avec le personnage. Le personnage masculin était très campé, très fort, et le personnage féminin était, je l'ai écrit, mais il était très faible en fait. C'est la femme du personnage, quoi. Bon. Et en plus, et je me suis dit, mais avec ça, ça tient pas. Et d'un seul coup, il y a un personnage qui m'est apparu d'une femme, quoi. Et bam, c'est vrai que là, d'un seul coup, là, ça bascule dans une histoire d'amour et tout ça, et là, poum, 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 poum. Tout se met en place et tout ce qu'ils appellent ça, quand tu as un truc comme ça, c'est le moment où ça t'arrive, je dis waouh. Mais tu le vois? Tu l'as en visuel ou c'est juste l'histoire? Non, là c'était une recherche. En fait, dans ce cas-là, c'était un truc qui m'est venu comme ça. En fait, ça m'est venu parce que le personnage il passe la nuit en plein hiver en façonnant de la neige et puis logiquement il perd ses doigts, quoi. C'est dans la logique de l'histoire et donc ça tombe bien, quoi. Dans l'histoire là de la femme, je fais des recherches
Et une recherche en amène une autre, hein. Tu dis, bon, ça serait ça serait ci, ça serait ça. Et puis d'un seul coup, pan, le personnage, il est là, il arrive, quoi. Il arrive tout fait, et c'est génial, quoi. Et là, bon, je ne veux pas vous raconter l'histoire, mais si je vous la racontais, je suis sûr que vous m'écouteriez, parce que elle est quand même, c'est touchant, quoi. Voilà. Oui. Et est-ce que vous pouvez, pour vous, c'est possible de comparer aussi les émotions que vous vivez en montagne et quand vous créez une bande dessinée, c'est des émotions qui sont un peu similaires ou c'est quand même... Oui, ça, ouais, parce qu'en fait, en montagne, il y a cette espèce de moment, les moments les plus intenses, c'est quand on est à la limite, quoi. Quand on grimpe, où il y a le clou est loin en dessous, par exemple, et puis d'un seul coup, ça passe, quoi. Ça passe parce qu'on va chercher en soi, on se calme, on trouve la solution, puis on passe, quoi. Et puis, il y a une espèce ça fait du bien. Et ben, en dessin, c'est un peu pareil, quoi. Des fois, ça bloque. Moi, je suis pas un type qui est capable d'assurer, quoi. Et puis d'un seul coup, parce que moi, j'ai toujours un petit côté, c'est ce que j'expliquais, dans la montagne, on frise un peu l'accident, enfin, par moments où on est tranquille et tout va bien, et on recherche ça un peu, ce coup d'adrénaline, ce petit coup de chaud, quoi. Et dans le dessin, c'est un peu pareil, je me mets toujours dans des trucs un peu comme ça, à la limite, quoi. Et puis on trouve, quoi, et on sort, et c'est super, quoi. Ouais, moi, en tout cas, tous les gens font pas ça, mais moi, je marche assez comme ça, quoi. Vous voulez une démonstration de un petit dessin sur l'ours? Non.